Avec moi ce soir en direct de New York, José Luis Diaz, représentant d'Amnesty International auprès de l'ONU. Bonsoir. Bonsoir. Et via Skype de Bruxelles, je retrouve Pierre Piccinini, justement professeur de sciences politiques qui s'est rendu très récemment en Syrie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, José Luis Diaz, je commence avec vous. Quel est le constat d'Amnesty International face à la situation et ces violations des droits de l'homme sur le terrain en Syrie ? Le constat qu'on fait, c'est le même constat qui font les Nations Unies et d'autres organisations des droits de l'homme, c'est que depuis presque un an maintenant, ces manifestations de contestation du pouvoir sont réprimées dans le sang. Nous constatons que les forces armées et les forces de sécurité syriennes se rendent responsables de crimes contre l'humanité. Oui. Nous constatons aussi qu'on nous nie l'accès aux organisations humanitaires des droits de l'homme, mais aussi à l'ONU, à la commission d'enquête créée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et à d'autres observateurs, l'accès au terrain pour pouvoir voir de plus près et confirmer les informations. Et donc une situation qui devient de plus en plus critique. En plus des violations graves des droits de l'homme. Oui, alors... Des crimes contre l'humanité, maintenant on est en face aussi à une crise humanitaire, très probablement. Oui, alors vous parliez des forces armées, Pierre Piccinini. Comment expliquer justement l'attitude de l'armée à qui on attribue ce bain de sang en Syrie ? Bon, est-ce qu'il y a vraiment un bain de sang en Syrie ? Je n'en ai pas du tout l'impression. Je suis allé plusieurs fois en Syrie, notamment en juillet, j'ai passé près de 3 semaines à parcourir tout le pays. Et je reviens de Syrie, j'y étais encore début janvier. Tout d'abord, l'accès à la Syrie n'est pas impossible. Je peux citer plusieurs journalistes et chercheurs qui y ont accédé récemment encore. Et d'autre part, sur le terrain, le pays est relativement calme. Tout ce qui concerne l'intérieur est très calme. Les grandes villes, Damas, Alep, pour commencer, sont calmes. Et comment vous pouvez dire que c'est calme, professeur, avec toutes les images qu'on voit de violence, 50 morts aujourd'hui seulement à Homs, l'offensive qui continue de l'armée syrienne ? Attention, l'offensive de l'armée syrienne, disons, j'étais à Hama tout récemment, fin décembre. La ville est aux mains de la police et de l'armée, il y a des manifestants. Mais la police n'ouvre pas le feu, comme on le dit, en tout cas pas à Hama. À Homs, c'est différent. À Homs, on a une rébellion armée. J'ai passé 2 jours et une nuit dans une cache avec les rebelles. Les chars du gouvernement tirent sur les 2 quartiers qui sont aux mains de la rébellion armée. Attention, il n'y a que 2 quartiers de la ville. On peut très bien se promener dans Homs, en d'autres endroits, sans être victime de tirs ou avoir l'impression qu'il y a une répression. Mais il est clair qu'il y a une rébellion armée à Homs, une rébellion citoyenne qui se double d'une rébellion islamiste. Justement, Pierre Piccinini, on va parler maintenant du rôle de l'opposition et j'aimerais bien entendre tout à l'heure l'avis de M. Diaz sur ce que vous venez de dire, que c'est calme et qu'il n'y a pas le feu, autrement dit. Alors maintenant, le rôle de l'opposition syrienne et sa configuration. Je vous propose d'abord, messieurs, d'écouter ce qu'en pense l'opposant Burhan Ghaliun, leader du Conseil national syrien. Écoutez cela. Les partis politiques ne sont pas épanouis, ne sont pas faciles à rassembler. Il y a le manque de confiance, il y a le manque d'expérience. Tout cela, il faut le surmonter. Et je pense que les gens sont unis, vraiment, les Syriens, tous les Syriens et l'opposition en particulier, sur les objectifs, faire tomber le régime et construire une Syrie démocratique, séculière, etc. Voilà, c'était M. Ghaliun, donc l'opposant syrien, au micro de ma collègue Setareh Derakchesh du service iranien de La Voix de l'Amérique. Alors il dit, pas facile d'unifier l'opposition. Dans ce cas, comment dialoguer avec Bachar el-Assad, surtout qu'une bonne partie de ces différentes oppositions refuse le dialogue ? Pierre Piccinini ? Donc, effectivement, la plupart des opposants que j'ai rencontrés sont très clairs. Bachar el-Assad doit partir, il n'est pas question de dialoguer. Et vous avez raison de dire que cette opposition est très multiple. À Hama, comme je le disais, ce sont des manifestants tout à fait pacifiques. Je n'ai jamais vu d'armes à Hama. À Homs, on a
plusieurs groupes de rebelles qui ne sont pas nécessairement connectés entre eux et qui sont armés. Le gros problème surtout, c'est l'armée syrienne libre, composée en partie de déserteurs de l'armée syrienne, mais pas uniquement, et qui se trouve, elle, qui a ses bases arrières au Liban et dans les camps de réfugiés en Turquie. Donc c'est vraiment là c'est à cet endroit-là que le gouvernement syrien est confronté à de grosses difficultés, parce qu'il y a des attaques sur les villes frontalières comme Idlib ou Zabadani, le long des frontières libanaises et turques. Alors, Monsieur Dias, le régime syrien, lui, affirme que l'opposition n'est pas composée d'enfants de cœur, mais de groupes terroristes soutenus par les Israéliens, les Américains, les Français, les Anglais. C'est de l'info, de l'intox ou c'est l'éternelle théorie du complot? C'est votre constat, en tout cas, du moins Amnesty International? J'aimerais revenir sur quelque chose que le professeur a dit, c'est que l'accès est libre en Syrie. Je peux vous dire très clairement que non seulement on nous a nié l'accès à Amnesty International et à d'autres organisations de droits de l'homme, mais aussi à la commission d'enquête des Nations Unies sur la situation en Syrie, à d'autres experts des Nations Unies et à une première tentative d'enquête par les Nations Unies déjà l'année dernière. Donc l'accès est très restreint en Syrie, ce qui rend très difficile la confirmation de certaines allégations du gouvernement. Je pense qu'il faut aussi ne pas oublier que ce conflit dure depuis 11 mois presque maintenant, et que bien qu'il y ait probablement des affrontements entre groupes armés, depuis mars de l'année dernière, plus de 5500 civils ont été tués. La grande majorité, la plupart de ces personnes-là ont été tuées par les forces armées syriennes. Et ça a été accompagné par d'autres violations très graves des droits de l'homme. Pierre Piccinini, rapidement, est-ce qu'on parle vraiment de groupes terroristes en Syrie maintenant? Est-ce que c'est de l'info ou c'est de l'intox? C'est de l'information, il y en a. Il y a des groupes islamistes radicaux qui circulent dans le pays. C'est encore une autre forme d'opposition. J'ai pu voir dans des morgues et malheureusement sur un trottoir de Boussère des membres humains, des civils, des militaires sont enlevés et découpés en morceaux. C'est assez effrayant. Mais ce n'est pas cette opposition que j'ai rencontrée à Homs, qui est une opposition citoyenne. Donc ce n'est pas les opposants de Hama qui sont pacifiques. Donc on a vraiment une opposition plurielle. D'accord. Alors on va maintenant parler justement du rôle de la communauté internationale. Écoutez cette question d'un téléspectateur de la RDC. Bonsoir, je m'appelle Daniel Avedi, depuis Goma. Je voulais en effet savoir pourquoi en Syrie, il n'y a pas une résolution militaire. Pourtant, c'est là où il y a eu plus de victimes qu'en Libye. Alors voilà une question que d'autres ont formulée différemment sur le Facebook de l'émission. Pourquoi ce deux poids, deux mesures avec la Syrie? Pourquoi pas une intervention militaire comme en Libye, Pierre Piccinini? Très succinctement, c'est difficile de l'expliquer rapidement, mais enfin disons d'une part, je pense qu'il n'y a pas de réelle volonté de la part de l'Occident d'intervenir en Syrie. Bachar al-Assad assure la paix avec Israël, il a des rapports de plus en plus positifs avec les États-Unis depuis 2001, et il satisfait l'Europe. L'Europe achetait 98% de la petite production pétrolière syrienne qui n'est pas très importante. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, la question est de savoir aussi si c'est une intervention est possible. Je pense que le Conseil de sécurité, si une intervention passerait automatiquement par le Conseil de sécurité. Je ne vois mal une intervention unilatérale. Or, les Russes et les Chinois ne sont pas prêts, me semble-t-il, à se laisser avoir une seconde fois, comme ils se sont laissés avoir en Libye. Ok, on va en parler tout à l'heure des Russes et des Chinois. Monsieur Diaz, restez avec moi, je ne vous oublie pas. Pierre Piccinini, Washington a fermé les yeux sur la répression à Bahreïn. Il a insisté sur une solution négociée au Yémen. Silence radio sur l'Arabie Saoudite. Le président Obama a lancé à quelques reprises, comme vendredi dernier, comme vous l'avez entendu aussi tout à l'heure, que Assad devrait quitter. Est-ce une menace à prendre au sérieux ou c'est de la poudre aux yeux? Je pense que c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est que mon humble analyse, mais les États-Unis, depuis 2001, ont des rapports au niveau des services secrets avec les services secrets syriens. Des personnes ont été déplacées de Guantanamo vers la Syrie. Ils se sont trouvés, États-Unis et Syrie, un ennemi commun à ce moment-là. Et une série de rapprochements à travers l'Arabie Saoudite qui ont eu lieu par la suite. Et
progressivement, la Syrie était en train d'être ramenée dans le camp des États-Unis. Je pense que ce qui est en train de se passer ruine 10 ans de politique de rapprochement de la part de Washington. Oui, Vous savez, ce genre de déclaration destinée à l'opinion publique ne coûte pas cher. Et Bahreïn aussi, il y avait une condamnation verbale de la part de... Mais rien n'a été fait, concrètement, rien justement. n'a été fait. Or, il y a 3 000 soldats américains au Bahreïn. Oui, et la 5e flotte américaine là-bas, justement. Alors, une question maintenant sur la position de la Chine et la Russie qui ont opposé leur veto à un projet de résolution de la Ligue arabe aux grandes dames de Washington et ses partenaires. Un projet condamnant la répression du régime syrien et proposant aussi un transfert du pouvoir. Écoutez cela. Moi, c'est Yassine Tepité, je suis à Lubumbashi en RDC. J'aimerais justement savoir comment expliquer que la Chine et la Russie apportent leur soutien à un dirigeant qui est en train de tuer ses propres compatriotes. Alors avant de parler de cet intérêt, José Luis Diaz, Amnesty International voit l'objection de Moscou et de la Chine comme une carte blanche à Damas pour continuer la répression. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que l'attitude de la Russie, en partie aussi de la Chine, depuis le début du conflit, a été, en fait, le résultat a été de protéger, de donner une caution au gouvernement syrien pour continuer ses agissements. On l'a vu en octobre déjà de l'année dernière, quand la Chine et la Russie ont bloqué un projet de résolution au Conseil de sécurité. Et ça s'est passé encore une fois la semaine dernière. Et l'effet net a été de continuer à accorder cette protection. Le gouvernement syrien se voit protégé au niveau international par la Russie et la Chine. Et il se croit permis de pouvoir continuer à agir comme ils l'ont fait depuis presque un an maintenant. Ça, c'est l'effet net. Que ça soit présenté comme ça ou non par ces deux pays, le résultat sur le terrain, c'est ça. Alors, comme vous venez de le dire, il est clair que Moscou ne veut pas d'une opération militaire et d'un changement de régime. Mais que propose le Kremlin concrètement, Pierre Piccinine ? Disons que la question n'est peut-être pas celle-là, si vous me permettez. La question est de savoir si effectivement on a bien 5000 morts en Syrie. Il y a des morts. J'en ai vu des deux côtés. Une situation comme celle-là est tragique, évidemment, et je pense qu'il faut être clair sur ce point. Cela étant, on a parlé de 6000 morts en Libye. C'est ce qui avait autorisé, c'est ce qui avait amené et justifié, entre guillemets, la résolution 1973 et l'intervention en Libye. On sait aujourd'hui que ces 6000 morts n'ont jamais existé. C'est un média mensonge. Mais alors, dites-moi, Pierre Piccinine, est-ce que Moscou peut réviser sa position si on lui forçait la main? Après tout, rappelez-vous, dans le cas libyen, les Russes ont gesticulé fort au début de la guerre. Après, ils étaient, au début en tout cas, des concertations. Après, ils étaient dans le mix avec les Américains, les Français et les autres, et l'OTAN, évidemment. Je crois que les Russes n'étaient pas dans le mix. Les Russes ne sont pas intervenus, ils les ont surveillés. Oui, mais ils ont soutenu indirectement, disons. La résolution 1973 a été arrachée à quelques voix près, avec un Conseil de sécurité qui, grosso modo, s'est abstenu. Les BRICS se sont abstenus, la Russie s'est abstenue, le Brésil, etc. L'Inde était là aussi. On avait un Conseil de sécurité très représentatif de la planète et ces grandes nations se sont abstenues. Mais est-ce qu'on peut voir, vite fait avant qu'on aille à la pause, est-ce qu'on peut voir une volte-face de la Russie dans le dossier syrien en 20 secondes ? Je ne le crois pas, parce que c'est la dernière carte moyen-orientale de la Russie qui a perdu tous ses alliés depuis les accords de Camp David en 77-78 dans la région. D'accord. Alors, messieurs, restez avec nous, ne bougez pas. Washington Forum, c'est l'émission débat du service francophone pour l'Afrique de la Voix de l'Amérique. Vos réactions et les questions de nos stations partenaires après une courte pause. On dira un mot aussi sur les liaisons dangereuses, entre guillemets, entre Damas et Téhéran. Que résume pour nous, justement, l'opposant syrien Burhan Ghalion. Écoutez. Il est évident qu'entre le gouvernement iranien et le régime syrien actuel, il y a une connivence, il y a une complicité. Le gouvernement iranien n'arrête pas de dire « nous voulons soutenir et nous soutenons par tous les moyens Assad ». Donc, il est évident que nous ne sommes pas d'accord avec cette politique, mais cela ne doit pas juger des relations que la Syrie démocratique peut envisager avec une Iran libérée aussi de la dictature.